Le monde scintillant des célébrités cache souvent des secrets bien plus sombres et des histoires inavouables. Plongeons au cœur de Paris un 8 septembre 1979. C'est ici, dans la ville lumière, où les légendes parfois s'éteignent, que notre histoire prend place. Imaginez une artère paisible du très chic 16e arrondissement, la rue du Général Appert. Depuis 10 jours interminables, une nation entière retient son souffle. Les forces de l'ordre, les journalistes, chaque citoyen est suspendu à la recherche angoissante d'une femme qui s'est volatilisée. Là, à l'ombre protectrice des platanes, une petite voiture blanche, une banale Renault, 5 semblent figées dans le temps, muettes et immobiles, comme un secret trop lourd à porter. À l'intérieur, dissimulé à l'arrière, sous une simple couverture, gît le corps sans vie d'une femme d'à peine 40 ans. Ce n'est pas une inconnue. Son visage est celui qui, des années plus tôt, vendait le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées dans le film culte À bout de souffle. Il s'agit de Jean Seberg, l'icône absolue de la nouvelle vague, le visage angélique qui avait fait fantasmer l'Amérique et chavirer le cœur de la France tout entière. Pourtant, dans l'habitacle confiné de cette voiture, le glamour s'est évanoui. Plus de projecteurs, plus de crépitements de flash, plus d'applaudissements nourris. Le spectacle est terminé. Il ne reste qu'une solitude glaciale, un flacon de barbiturique tragiquement vide, et ce détail qui déchire l'âme, un simple ticket de loterie non vérifié posé près d'elle. Comme si, jusqu'à son dernier souffle, elle avait encore espéré un miracle, une infime intervention du destin, cette ultime chance, que la vie lui sourirait enfin. Face à cette scène, la conclusion des enquêteurs est rapide, presque expéditive suicide. Dossier classé. Mais l'histoire est-elle réellement si simple? Car la vérité, c'est que Jean Seberg n'est pas morte ce jour-là. Sa disparition avait été amorcée bien des années auparavant, une mise à mort lente et méthodique, orchestrée par des forces invisibles, mais absolument implacables. Serrée dans sa main ou peut-être blottie contre son cœur, se trouvait une lettre. Un adieu déchirant, adressé à son fils Diego. Ce message longtemps ignoré détient la clé de toute l'énigme. C'est le cri ultime d'une femme traquée, brisée, non par la folie comme on a voulu le faire croire, mais par la cruauté concertée de 3 coupables bien identifiés. 3 entités qui lui ont arraché son innocence, saccagé sa réputation et même volé la vie de son enfant. Aujourd'hui, ensemble, nous allons rouvrir ce dossier. Nous allons déchiffrer cette lettre oubliée et pour la toute première fois, nous allons nommer ceux à qui elle n'a jamais pardonné. Préparez-vous, car le récit de la vie de Jean Seberg n'est pas un simple fait divers. C'est un procès que l'histoire a failli effacer. Tout commence loin, très loin de l'agitation parisienne, dans les plaines tranquilles de l'Iowa, au cœur de l'Amérique profonde. Jean n'est alors qu'une adolescente aux yeux immenses, la fille sage, d'un pharmacien qui rêve d'un autre horizon, d'une autre vie. Son destin bascule le jour où un homme tout-puissant décide de faire d'elle une étoile. Ou plus exactement sa chose, sa possession. Cet homme, c'est le célèbre et redoutable réalisateur Otto Preminger. Il lance un concours national démesuré pour dénicher l'actrice qui incarnera Jeanne d'Arc. 18 000 jeunes femmes se présentent, et contre toute attente, c'est elle, cette jeune fille, à l'apparence si fragile, qui est sélectionnée. Hollywood tout entier crie au scandale, on la surnomme Cendrillon. Mais personne ne devine que le carrosse doré est en réalité une cage. Otto Preminger devient le premier nom sur la liste noire de Jean. Il n'a rien d'un mentor. C'est un tyran sadique. Dès le premier jour de tournage, il s'acharne à la détruire psychologiquement. Il l'humilie publiquement, l'insulte devant toute l'équipe, la traite comme une moins que rien, cherchant à provoquer de vraies larmes de désespoir. Mais l'horreur atteint son paroxysme insoutenable lors du tournage de la tristement célèbre scène du bûcher. Jean ligoté au poteau doit simuler d'être brûlée vive pour les besoins du film, mais que ce soit par accident ou par une négligence criminelle, les flammes deviennent soudainement incontrôlables, bien trop réelles. Le feu dévore ses vêtements puis commence à mordre sa peau. Jean hurle une clameur de douleur pure. La terreur absolue se lit dans son regard. Mais Preminger, impassible, ne crie pas « Coupez !»
Elle continue de tourner, capturant sans scrupule la souffrance authentique d'une jeune fille de 17 ans en train de brûler. De ce jour maudit, elle portera à jamais une cicatrice visible sur son corps et une autre invisible et bien plus profonde gravée dans son âme. Meurtrie au plus profond de sa chair par cette expérience hollywoodienne, elle fuit vers la France. Et c'est à Paris qu'elle va connaître une véritable résurrection. Jean-Luc Godard lui offre le rôle principal d'à bout de souffle. Avec sa coupe à la garçonne, son t-shirt marinière et sa liberté insolente, elle devient instantanément une icône, le symbole de toute une génération. Elle est la muse de la nouvelle vague. La France l'adopte, la chérie. Elle épouse le grand écrivain Romain Gary, un héros de guerre, un diplomate brillant et un homme d'une intelligence rare. Ensemble, ils forment le couple le plus en vue, le plus fascinant du tout Paris. En apparence, tout est parfait. Les flashs des photographes crépitent, le champagne coule à flot et le public est à ses pieds conquis. Mais Jean ignore encore qu'au même instant, alors qu'elle sourit pour les caméras sur les tapis rouges, une menace bien plus sombre et insidieuse que la cruauté de Preminger se profile à l'horizon. De l'autre côté de l'Atlantique, dans les bureaux austères et glaciaux de Washington, un dossier à son nom vient d'être ouvert, et l'ordre qui y est inscrit n'est pas de la surveiller. C'est de l'anéantir. Ce qui va suivre n'a plus rien à voir avec le cinéma. C'est une exécution politique froide et calculée. Car Jean a commis un crime impardonnable aux yeux de l'Amérique conservatrice des années 60. Elle a un cœur, et ce cœur bat pour les opprimés. Elle utilise sa notoriété et sa fortune pour soutenir les Black Panthers dans leur combat contre le racisme pour aider ceux que l'Amérique rejette. C'est alors qu'entre en scène le deuxième coupable de notre liste. J. Edgar Hoover, le tout-puissant et paranoïaque directeur du FBI. Pour cet homme, l'actrice blonde n'est pas une vedette de cinéma, c'est une menace pour la sécurité nationale. Il déclenche contre elle l'opération Cointelpro, un programme secret et totalement illégal, conçu pour surveiller, infiltrer et neutraliser les dissidents politiques. Mais son but n'est pas de l'arrêter, il est de l'humilier et de la briser. Hoover rédige personnellement un ordre terrifiant noir sur blanc, dont l'objectif est clair, la neutraliser, en détruisant son image publique. L'arme choisie n'est pas un pistolet, mais une rumeur, un poison lent, insidieux et mortel. Alors que Jean attend un enfant de son mari Romain Gary, le FBI fabrique un mensonge odieux. L'agence contacte des journalistes complices et distille une information calomnieuse. L'enfant qu'elle porte ne serait pas celui de son époux, mais celui d'un membre des Black Panthers. C'est ici qu'intervient le troisième et dernier coupable, la presse à scandale avide et sans le moindre scrupule. Des titres pourtant respectés comme Newsweek ou le Los Angeles Times relaient l'infamie sans la moindre vérification. Le monde entier se retourne contre elle, la pointe du doigt. On la traite de traîtresse à sa race de femmes immorales. Le choc émotionnel est d'une violence inouïe. Le corps de Jean ne le supporte pas. Elle s'effondre et l'accouchement se déclenche bien trop tôt, beaucoup trop tôt. La petite fille prénommée Nina voit le jour le 23 août 1970, mais elle est bien trop fragile pour survivre à la haine de ce monde. 2 jours plus tard, Nina s'éteint. C'est à cet instant précis que Jean Seberg va accomplir l'acte le plus déchirant et le plus courageux de toute son existence. Lors des funérailles, face à une meute de journalistes et de photographes venus chercher le cliché sensationnel, elle commet l'impensable. Elle refuse de cacher son enfant au monde. She demanded a casket with a glass lid, a transparent tomb for her daughter. Her directive was absolute. She wanted the entire world, every journalist, every federal agent, and all those who had hounded her to be forced to look upon the porcelain white face of this innocent child. It was her monumental act of defiance, a way to scream the truth to the heavens without uttering a single soundless word. Her gesture seemed to declare, "Behold, witness the tangible result of the lie that extinguished my daughter's life." A completely devastated Romain Gary would later denounce the relentless persecution, but the fatal wound had already been inflicted deep and irreversible. Jean would eventually prove her innocence, but the price of that vindication was astronomical, the life of her own child. From that day forward, something essential within her spirit was extinguished forever.
Each year that followed on the somber anniversary of little Nina's death, Jean would make a desperate attempt to join her. The final inexorable countdown to her own end on General Street had tragically begun. The subsequent 9 years were not a life lived, but rather a protracted, agonizing goodbye. Jean continued to make motion pictures, her famous smile still dazzling for the cameras, but it was now nothing more than an empty, brittle mask. Beneath this carefully maintained facade, the fractures in her soul were widening, threatening to shatter completely. Every year as the month of August drew near, bringing with it the haunting anniversary of her Nina's death, Jean would plunge a little deeper into despair. She tried to end her own life repeatedly, as if performing a solemn ritual to finally reunite with the child that a cruel lie had stolen from her. Alcohol and a cocktail of medications evolved into her sole companions, her only means of blurring the sharp edges of reality, of attempting to soothe the ceaseless anxiety of being watched, spied upon, and systematically hunted. She had lost all trust in humanity. And how could anyone expect otherwise? The very people who were supposed to protect her had sold her out to her tormentors. The ones who should have offered their unwavering support had instead cast their judgments upon her. And this sorrowful journey brings us back to that silent, unassuming street in the heart of Paris. In September, police officers forced open the door of the Renault 5. The air inside was heavy, stagnant. Beside the cold, still body of the global icon, they discovered that now famous, carefully folded letter. Its pages contained no political confessions, nor did they hold a grand diatribe against the Federal Bureau of Investigation. The contents were infinitely more tragic than that. It was the stark, unadorned admission of a profound and personal defeat. Jean had composed these last words for her surviving son, Diego, pleading with him to somehow understand the depths of her pain. She inscribed, "Forgive me, I can no longer live with my nerves." This single terrible sentence encapsulates her entire tragedy. I can no longer live with my nerves. It was not a weakness of character that ultimately killed her. It was the crushing, relentless burden of pure exhaustion. Her end was the direct result of a decade of well-documented psychological harassment, of non-stop surveillance, and calculated campaigns of destabilization waged against her, amplified by the staggering cruelty of an industry that so often devours its own angels. Reading this final letter, one comes to the inescapable conclusion that Jean did not simply make a choice to die. She'd been relentlessly pushed to the absolute limit, methodically cornered into a hopeless dead end, where the only conceivable exit was the solace of eternal silence. But just as the authorities were preparing to close the file on her case, one last powerful voice was about to rise in protest. A formidable voice, that of a man with absolutely nothing left to lose. A man now utterly determined to point an accusatory finger at those he considered the true culprits. 48 hours after her body was found, the oppressive silence was finally broken. The voice was not Jean's, but that of the man who had loved her until the very end, Romain Gary. His face a mask of profound grief, he convened a meeting of the international press in Paris. He was not there to offer a defense or a eulogy for his ex-wife. He was there to accuse. His voice, trembling with a righteous fury, finally exposed the truth the world had chosen to ignore. He declared publicly that Jean did not simply die from an overdose of pills. He stated to the press with chilling conviction that, in his view, Jean's death was not a simple overdose, but that she was, for all intents and purposes, murdered. Murdered methodically, piece by piece, year after agonizing year, by the Federal Bureau of Investigation. Gary then laid bare the existence of the entire plot. He recounted the insidious false rumors, the relentless manhunt, and the enduring image of that glass-topped coffin that continued to haunt his every night. His words had the impact of a bombshell. Within a matter of days, the scandal erupted across the United States. The FBI was ultimately forced to admit the existence of Operation COINTELPRO, acknowledging that it had indeed sought to publicly humiliate the actress.
It represented a victory for Jean's memory, but it was a victory that tasted of nothing but ash. The truth was finally restored to the public record, but it could not bring back the innocent child, nor could it bring back the mother. A year later, finding himself unable to exist in a world bereft of her presence, Romain Gary took his own life. Thus concluded the heartbreaking tragedy of the doomed lovers. Jean is now interred in the Montparnasse Cemetery in Paris. Upon her grave there is no engraved list of culprits, only the quiet dignity of flowers and silence. But we shall not allow her to be forgotten. We will remember her not as a fragile victim, crushed by an omnipotent system, but as a courageous woman who dared to stand up against an empire to defend what she believed in. She paid the ultimate price for her freedom, but the light that she shone upon the world will never be extinguished. Thank you for listening to this story of an icon and the silence that followed. If this story has resonated with you, and if you agree that it is critically important to never forget these voices that were so cruelly silenced, I would be honored if you would subscribe. Other destinies, other profound secrets, and other essential truths are waiting to be revealed.